Dans cette question, on a un astéroïde Didymos qui fait 400 mètres de rayon, qui a une masse par unité de volume d'1,7 g par centimètre cube, qui tourne sur lui-même en 2h26, et il est accompagné d'un autre astéroïde qui s'appelle Didymoon, qui tourne autour de lui avec une période de 11,9 heures. Il y a 4 sous-questions. On demande la masse de Didymos, de déterminer la distance entre Didymos et Didymoon, de calculer l'accélération gravitationnelle petit g à la surface de Didymos et de déterminer l'accélération angulaire de Didymos due à sa rotation. La masse de Didymos est simple à calculer. On applique la relation qui dit que la masse est égale à la masse par unité de volume multipliée par le volume. Comme Didymos est parfaitement sphérique, le volume d'une sphère est 4 tiers de pierre cube. On trouve donc que la masse de Didymos est de 4,56 10 exposant 11 kg. Pour trouver la distance entre Didymoon et Didymos, on utilise le fait que Didymoon est en rotation circulaire uniforme et on utilise les lois de Newton. Et donc on obtient que la distance est liée à la racine cubique de g fois la masse fois la période au carré divisé par 4 pi carré. En insérant les données, on trouve que la distance est de 1122 mètres. Pour la troisième sous-question, on sait que le G d'une planète est simplement le grand G fois la masse de la planète divisé par le rayon de la planète au carré. On insère les données et on trouve que l'accélération de gravitation locale petit g est 1,910 exposant moins 4 mètres par seconde carré. Pour la dernière sous-question, on sait que l'accélération angulaire est oméga carré r due à la rotation de Didymos sur lui-même. Connaissant la période de rotation qui est de 2h,26, on détermine que cette accélération est égale à 2,39 10 exposant moins 4 mètres par seconde carré. Une fourmi est posée simplement sur un disque qui tourne. On demande quelle est la distance maximale où peut se trouver cette fourmi tout en restant immobile par rapport au disque qui tourne en connaissant son coefficient de frottement statique. Je dessine donc ce disque qui est en train de tourner vu de haut avec la fourmi posée à une distance r. De profil, j'ai la même situation. Sur cette fourmi agit donc le poids vertical vers le bas, la force normale de contact verticale vers le haut, et il doit exister une force de frottement statique centripète qui permet d'avoir un mouvement circulaire uniforme. Le mouvement circulaire nous impose que la masse de la fourmi fois oméga carré fois r est égale à la force de frottement statique. De même, le poids est égal à la force de contact perpendiculaire. Nous savons que la force de frottement statique doit être plus petit ou égal à mu statique fois la force de contact perpendiculaire. On en déduit donc que le rayon doit être plus petit ou égal à mu statique fois petit g divisé par oméga carré. On nous dit que le disque tourne à 33 tours par minute, donc la vitesse angulaire oméga est égale à 33 fois 2 pi divisé par 60 secondes, soit 3,46 par seconde. Ce qui nous permet de déterminer que R doit être plus petit ou égal à 16,74 cm pour que cette situation existe. Ce problème traite d'une situation de choc. Il y a d'une part un tram de 60 tonnes qui roule à 50 km à l'heure et un véhicule d'une tonne qui roule à 80 km à l'heure et qui vient s'encastrer dans un choc frontal. On demande de déterminer la vitesse de l'ensemble tram plus véhicule en sachant que le véhicule est totalement encastré dans le tram, de calculer l'énergie dissipée pendant ce choc, et puis le système tram et véhicule s'arrête après 10 mètres, on demande de déterminer la force de freinage et la décélération pendant ce freinage. On va donc appliquer le théorème de la conservation de la quantité de mouvement. Avant le choc, le tram roule vers la droite à une vitesse de 50 km à l'heure et le véhicule roule vers la gauche à 80 km à l'heure. On peut donc calculer la quantité de mouvement total avant le choc. La quantité de mouvement total vaut la masse du tram fois la vitesse moins la masse du véhicule fois la vitesse du véhicule. On trouve ainsi que la quantité de mouvement total avant le choc est de 2920 tonnes km par heure. Après le choc, la masse totale est grand M plus petit m et l'ensemble à une vitesse v'. Et donc après le choc, la quantité de mouvement est grand M plus petit m fois v'.
qui doit être égal aux 2920 tonnes km par heure. On en déduit donc que V' vaut 47,87 km par heure. On peut généraliser à toute situation, la vitesse V' après le choc est égale à la masse grand M fois la vitesse grand V qui correspondait au tram, moins petit m fois W qui correspondait au véhicule, divisé par la masse totale. Ce choc est inélastique et donc il y a une variation d'énergie cinétique. Je calcule l'énergie cinétique avant, c'est-à-dire un demi grand M fois grand V carré, plus un demi petit m fois W carré, et je soustrais l'énergie cinétique que l'on a après le choc. On trouve donc que dans le cas d'un choc inélastique, la variation d'énergie cinétique est le produit des masses multiplié par la somme des vitesses au carré, divisé par 2 fois la masse totale, ce qui correspond ici dans notre situation à 641 318 joules. Pour répondre à la troisième sous-question, il suffit d'utiliser le théorème d'énergie cinétique, puisque la force de freinage est constante, son travail est F fois D, et l'énergie cinétique du véhicule plus le tram est un demi fois la masse totale multipliée par la vitesse au carré de l'ensemble après le choc. Numériquement, on trouve que cette force vaut 539 263 newtons, et pour trouver l'accélération, on divise par la masse totale de 61 tonnes, et on trouve qu'il y a une décélération de 8,84 mètres par seconde carrée. Dans ce problème, on demande quand, pour la première fois, on obtient un angle droit entre la grande aiguille et la petite aiguille d'une montre. Nous avons pour les deux aiguilles des mouvements circulaires. L'angle de la grande aiguille parcourt 360 degrés en 1 heure, c'est-à-dire en 3600 secondes. Donc l'angle de la grande aiguille est 1 degré divisé par 10 secondes multiplié par le temps t. De même, la petite aiguille parcourt 360 degrés en 12 heures. Et donc l'angle de la petite aiguille est égal à 1 degré divisé par 120 secondes fois le temps t. La différence d'angle entre les deux aiguilles se calcule facilement. La différence d'angle à tout instant est 11 degrés divisé par 120 secondes fois le temps t. On cherche donc l'instant grand t où cette différence fait 90 degrés. On trouve alors que l'instant grand t vaut 981,818 secondes. Comme on demande d'exprimer cela en heures, minutes, secondes, cela correspond à 0 heure, 16 minutes et 21,81 secondes. Dans ce problème, deux corps sont lâchés d'une même hauteur, mais à des instants différents. La première, évidemment, va arriver la première au sol et on demande de déterminer sa vitesse. On demande aussi de déterminer la durée de cette chute. Cette masse arrivant la première va rebondir et va venir frapper, entrer en collision avec la deuxième. On demande de déterminer aussi la hauteur où a lieu cette collision, en sachant en plus que le choc est totalement élastique, de déterminer la vitesse de la deuxième après le choc et de déterminer la hauteur maximale atteinte par cette deuxième balle. Je choisis un axe Z vertical vers le haut et je place les deux objets ici représentés à des instants différents. L'équation du mouvement du premier objet est Z1 à tout instant t égale 20 moins 5t carré et sa vitesse est moins 10t puisqu'elle est dirigée vers le bas. L'équation du deuxième corps est Z2 à l'instant t, c'est 20 moins 5 fois t moins 1 puisqu'on part à l'instant t égale 1 au carré et sa vitesse est moins 10 fois t moins 1. Je trouve la durée de la chute en faisant Z1 égale 0. Je trouve que le temps nécessaire pour arriver en bas pour la première balle est 2 secondes. Sa vitesse à ce moment-là vaut moins 20 mètres par seconde. Cette masse rebondit, donc elle a une vitesse de plus 20 mètres par seconde à l'instant t égale 2. Son équation du mouvement, Z1', à tout instant t, c'est 20 fois t moins 2 moins 5 t moins 2 au carré, et sa vitesse est 20 moins 10 fois t moins 2. Cette masse M1 qui a rebondi vient intersecter la masse M2. J'écris donc l'équation d'intersection Z'1 à l'instant grand t égale Z2 à l'instant grand t. J'obtiens donc une équation sur le temps t de rencontre entre les deux objets et sa solution c'est grand t égale 2,5 secondes. Connaissant le temps
où les deux objets se rencontrent, je peux déterminer la vitesse v'1 de l'objet qui monte qui vaut 15 mètres par seconde, de l'objet qui descend qui vaut moins 15 mètres par seconde et de la hauteur d'intersection qui est 8,75 mètres. Il y a un choc totalement élastique, donc il y a conservation de la quantité de mouvement et conservation de l'énergie cinétique totale. La conservation de la quantité de mouvement nous dira que la vitesse de la première bille après le choc plus 0,2 qui est la masse de la bille numéro 2 fois la vitesse après le choc de la bille numéro 2 vaut 12 qui est la quantité de mouvement avant le choc. De même, l'équation sur l'énergie cinétique nous dira que la vitesse de la première bille au carré après le choc plus 0,2 fois la vitesse de la deuxième bille après le choc au carré égale 270. Et on peut résoudre cette équation. La vitesse de la première bille après le choc est réduite à 5 mètres par seconde, alors que la vitesse de la deuxième bille après le choc est de 35 mètres par seconde. Je peux écrire maintenant l'équation de la deuxième bille après le choc puisque je connais sa hauteur et sa vitesse. Je trouve donc que la position Z de la deuxième bille après le choc est de 8,75 qui est la hauteur, plus 35 qui est sa vitesse fois t moins 2,5 qui est le moment d'intersection, moins 5 fois t moins 2,5 au carré. Je peux donc directement déterminer la hauteur maximale qui est atteinte à l'instant t égale 6 secondes et la hauteur maximale de cette deuxième bille est de 70 mètres.